Secure, épisode technique. Je suis accompagné de Camille. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi, Nicolas? Très bien aussi. On poursuit notre série sur le OT, sur les technologies opérationnelles. Cette fois-ci, on va aborder un peu plus le volet gestion des incidents, tout ce qui se passe avec cet environnement-là. C'est peu connu à part les grands éclats spectaculaires qu'on a dans les médias, qui sont plutôt rares, mais quand même très spectaculaires. Le réel est différent de ces éléments-là un peu plus spectaculaires ou même ce qu'on voit dans les films. Fait que je vais te laisser en discuter parce qu'il y a un regard là-dessus et donc un corpus de connaissances intéressantes, notamment chez ton employeur qui, justement, divise cette façon-là d'aborder les situations et comment on doit descendre ces éléments-là. Oui, exactement. Chez Google Cloud Security, aussi Mandiant connu, on a la théorie du 99. Il y a un blog post sur notre site web là, que, si tu veux, on pourra le mettre en attache à l'épisode aujourd'hui. Mais vraiment que dans 99% des cas, quand on voit les incidents sur les systèmes ICS ou TU, ça vient des TI. Dans 99% des cas, les malwares qui sont en jeu sont des malwares de TI. Puis aussi, quand on parle vraiment de défense, on va dire que dans 99% des cas, on aurait pu détecter ou faire de la prévention sur les TI. Mais si on s'en garde pour tout ce qui est de l'épisode aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les TO, à part si c'est vraiment une entité qui est très ciblée, par exemple StockNet, la plupart des incidents qu'on va avoir, ça va souvent découler des TI. Donc, on peut penser à un ransomware qui va sur tes machines Windows, puis qui se découle dans tes TO parce que tu as une mauvaise segmentation. Puis, ça cause des problèmes. Puis, il y a une gestion d'incidents qui est beaucoup plus importante parce que maintenant, tu as toutes tes usines qui sont dans l'incident et il faut tout que tu le gères. Ce qu'auparavant, on n'avait pas parce qu'on avait plus des air gaps qu'on disait. Maintenant, c'est un peu fini avec tout ce qui toutes les nouvelles technologies qu'on rentre pour être plus efficace et avoir des meilleures données. Mais vraiment, c'est que la théorie du 99, c'est que puis souvent aussi, on va challenger le chiffre 99. Dernièrement, on m'a dit « ça va pas diminuer. » Je suis comme « OK, mais peut-être qu'on va faire une deuxième version puis ça va être 95 parce qu'effectivement, maintenant, les TO, ça devient de plus en plus populaire. Puis peut-être qu'il va y avoir un peu plus des attaques qui sont spécifiques au TO, mais encore, pour le moment, surtout au Canada, dans le threat landscape qu'on est, on n'a pas trop d'attaques qui sont spécifiques TO. Il y en a eu quelques-unes, mais très subtiles. Et aussi, si on parle du 1%, qu'est-ce qui est le 1%? Qu'est-ce qui reste du 1%? Ben souvent, ça va être soit, comme dans StockNet, des clés USB, ça va être soit du remote access qui va savoir faire. On peut penser aussi à des supply chains. Dans les TO, il y a cette façon de faire que souvent, on a des fournisseurs qui viennent sur place, soit faire les patchs ou soit faire des modifications sur les automates. Puis, ils arrivent avec leur propre laptop. Donc, si leurs laptops sont infectés, ben ils peuvent se transmettre à l'usine où ils vont. Fait que ça serait un peu le 1% qu'on voit quand on parle d'incidents TO. Ouais, ben pour moi, qui est un peu plus énormément dehors de ce domaine-là. Puis pour généraliser, puis tu me diras si c'est exact. Le cas de Merckx où tout a été attaqué, c'est un cas de classique du 99% où c'est les TI qui ont fait renverser complètement toute leur infrastructure est tombée. Je pense que c'est à cause des AD notamment qui est tombé. Donc, c'est tout du TI pur. Dans ce cas-ci, qu'ils ont amené, Stuxnet est un bel exemple de TO pur, mais il y a toutes les affaires des attaques des centrales nucléaires ukrainiennes aussi qui sont aussi beaucoup plus du TO pur au sens où ils ont attaqué les contrôleurs Siemens dans ce cas-ci. Ça a été un échec malheureusement pour les attaquants, mais ou heureusement pour les défenseurs dans ce cas-ci, ça a été un échec. Mais c'est en ce sens pour moi perçu comme étant très sophistiqué parce que c'est une chose. Puis pour moi, une attaque pure TO est très sophistiquée parce qu'elle demande un effort supplémentaire qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, on n'est pas capable de se trouver un code open source quelque part, un framework, puis pas il fallait attaquer comme ça nous tente dans un code TO. Ben là, faut que tu recherches, faut que tu mettes du temps et de l'énergie qui est quand même assez énorme, à mon avis, pour réussir à monter une attaque pure TO.
Ouais, définitivement. Stocknet en est la preuve. Là, quand c'est sorti, il y avait 4 Zero Day. C'est quand même impressionnant. Puis ici, il y a le livre associé à ça de Kim Zetter qui en parle, qui fait toute la recherche, qui est super intéressant. Mais tu sais, les gens, les États étatiques qu'on ne nommera pas dans la situation ont acheté les centrifugeuses et ont fait des études et essayé de comprendre plus. Puis c'est souvent ça ce qui se passe dans les théos. Fait qu'on va vraiment avoir des situations où il faut être soit dans une niche ou une porte ouverte sur d'autres pays ou d'autres États qui pourraient nuire. Fait que, par exemple, je pense qu'on a une bonne population ici au Québec. Si on pense au Québec, avec toutes les ventes maintenant qu'on fait aux États-Unis, on est une porte ouverte sur le réseau des États-Unis. Parce qu'on est directement connecté, parce on vend l'électricité. Fait que ça, par exemple, Hydro-Québec doivent avoir un profil de risque qui est beaucoup plus important que quand on parle d'une coop en électricité dans le milieu des États-Unis. Fait que ça, c'est vrai que c'est super intéressant, puis c'est super important à comprendre dans les théos, parce que souvent, on prépare nos clients à avoir des incidents dans les théos, mais il faut s'assurer aussi de comprendre que le paysage des menaces est quand même différent. Il faut se préparer à un paysage des menaces qui est beaucoup plus, je dirais, polarisé. C'est vraiment oui ou non les gens qui essaient de t'attaquer sur tes théos. Ouais, de façon peu pure, ou ça, on parle de vraiment d'attaque théo. Mais c'est sûr, mais on est toujours dans le quatrième. Ce qu'on entend beaucoup dans les nouvelles, puis Merck, c'était un exemple, il y en a plusieurs autres qui ont été attaqués justement, puis c'est tous des exemples. Les PME au Québec, en général, sont attaqués par des attaques qui sont du côté TI ou avec des virus, malware, ou peu importe ce qui est rentré. Et du côté TI, pour le peu que j'ai vu du côté TO, c'est généralement la même chose. C'est des malwares de type TI qui rentrent dans les infrastructures côté TO, parce qu'il demeure que c'est quand même des ordinateurs qui, en général, roulent des Windows, en général, roulent des Linux, en général, vont être dans la même réflexion, avec un amour pour l'entretien qui est différent. Dans lequel on n'a pas le même type de préoccupation, puisque c'est de cette philosophie de ça fonctionne, il ne touche plus. Des fois, ça peut causer certains problèmes. À certains égards, puis là, on en a déjà parlé, moi, je suis pas outré quand je vais rencontrer un XP ou un Windows 2000 dans un environnement TO, dans la mesure où c'est bien encadré, c'est connu. Puis c'est là la nuance. Si c'est pas connu, là, effectivement, on a un problème potentiel. Mais si c'est connu, puis c'est bien, c'est ça, on se limite la possibilité d'avoir un incident dans ce contexte particulier-là. Oui, exactement. Puis ça me fait penser à, tu sais, on veut parler un peu des anecdotes. Il y a un incident que j'ai déjà vu aussi par rapport c'était au Canada. Puis c'est un incident qui a affecté les TO, mais qui les a affectés, mais les a pas touchés. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que ici, on avait un incident qui ont eu un ransomware sur tout leur système TI. Mais le ransomware a réussi à encrypter tout ce qui était de EDR et cette entreprise-là pouvait rien sortir de leur usine parce que le EDR ne fonctionnait pas, donc ils pouvaient pas peser, ils pouvaient pas mettre les prix, ils pouvaient rien faire. Donc ça a gelé aussi toute leur TO. Fait qu'en ce moment, leur système TI était down, ils pouvaient pas rien faire, mais en plus de où qu'ils sortaient des productions, ils pouvaient pas rien faire non plus parce qu'ils étaient pas capables de mettre le prix, puis ils étaient pas capables d'avoir un résultat de qu'est-ce qu'ils ont produit pour vendre ensuite. Parce que puis aussi dans le cadre de cette entreprise-là, c'était quand même ils ont vraiment pas été chanceux parce que c'est une entreprise agroalimentaire, donc ça fait en sorte que les produits qui rentraient étaient périssables. Donc, on se retrouve avec quelque chose qu'ils doivent produire, mais que s'ils sortent pas dans un certain temps, tous les produits étaient finis parce que ça tombe pas bien. Donc, dans ce cas-là, tu sais, il y a des solutions qui existent. Là, par exemple,
je sais qu'ils ont repris à la main, donc de peser à la main, mais ça, il faut avoir les gens qui sont prêts à revenir travailler, puis peser ton produit, puis de mettre les prix, puis tout savoir. Mais ils ont pu repartir ça à la feuille, au papier, avec un crayon. Mais quand même, si t'es pas prêt à ce genre de situation-là, puis qu'il t'arrive un incident, ça peut être catastrophique parce que là, tu vas avoir des pertes énormes. Ouais, ben, notamment, il y avait la chaîne d'épicerie qui avait été attaquée il y a quelques maintenant mois, années, là, mais justement qui était potentiellement dans ce genre de choses-là. Moi, je suis pas plus au courant. Mais toujours tout aussi, puis là, ça fait un peu un lien avec le fait de les ERP qui sont dans les deux univers en même temps. Là. Souvent, ça vient du côté TI, du côté bureautique, mais ça a des attaches très fortes avec des automates, avec des éléments du côté TO. Donc, c'est ces environnements, ce logiciel mix-là, là, notamment, je pense à SAP qui est là-dedans, puis je pense qu'il y en a certains autres qui sont des choses très reconnues, mais qui vivent dans les deux mondes. Si on l'attaque d'un bar, ben, c'est sûr que les angles que tu mentionnes, ça va avoir un effet sur l'autre côté aussi, même si les machines elles-mêmes ne sont pas affectées. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on va souvent conseiller, soit comme un peu comme les Active Directory, on va en conseiller deux. Tu vas en avoir un pour TTI, un pour TTO. Ben, tu sais, un ERP, peut-être qu'il faut avoir quelque chose de séparé, puis d'avoir une jump box ou quelque chose dans ta DMZ où ça te permet de faire ton transfert. Mais d'avoir cette dépendance-là entre les deux mondes, en ce moment, c'est un peu plus critique, surtout quand tu ne sais pas si ta segmentation est bien faite. Une fois que ta segmentation est bien faite puis qu'on est capable de prouver ça, peut-être que là, c'est mieux. Mais jamais on espère que non. Mais ouais. En général, on espère que la segmentation est bien faite. Là. C'est un peu le souhait qu'on a. On a déjà parlé d'ailleurs de ces problèmes-là, des zones puis des éléments qui sont conséquents à cette séparation-là ou à l'absence de cette séparation-là qui peut poser des soucis. De ce 99-là, nous, on est relativement courant. Puis ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça, en tout cas, très drôle que le 99 puisse atteindre le TO. Ça, je trouve ça particulier. Il faudrait que les entreprises soient un peu plus ça. Mais Merck, j'espère qu'ils ont séparé depuis leur énorme incident qui les a paralysés pendant plusieurs semaines. J'espère que depuis, ils ont changé leur pratique. Puis j'espère que ça s'est répliqué dans l'industrie aussi, ce changement de pratique-là, de plus dépendre que les TI ne soient pas si proches des TO, là, les séparer. Pour moi, parce que, comme on le mentionne depuis le début, la barrière à l'entrée pour attaquer le TO est beaucoup plus élevée parce qu'elle demande des connaissances qui sont beaucoup plus rares, plus spécialisées. Puis donc, puis des fois, faire des acquisitions particulières. Tu parlais des centrifugeuses qui ont fallu qu'ils fassent ces acquisitions pour être capable de savoir qu'est-ce qui était possible de faire. Dans le cas des centrales nucléaires avec les attaques des contrôleurs Siemens, ben, il a fallu qu'ils les achètent. Puis en plus, il faut qu'ils se trouvent une raison légitime de ça parce que Siemens ne vend pas ça comme ça, genre ça sur Amazon, tu achètes ton contrôleur, là, c'est un peu plus complexe que ça à acheter. Il y a des étapes qui viennent justement empêcher l'achat à quiconque. Mais ça l'amène ce genre de choses. Mais quand on tombe dans le 1%, il y en a. Là, on a nommé 2 cas qui sont les très médiatisés, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup d'éléments. Puis toi, tu es beaucoup plus proche de ces univers-là d'incidents. Qu'est-ce que ça ressemble quand ça arrive, au-delà du fait que, bon, le TI tombe, quand le TO tombe pour lui-même, quand c'est la LTO qui est attaquée, on voit ça plus comment, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les différentes choses? Ben, dépendamment des entreprises ou des industries plus spécifiquement, ça va complètement varier. Il y a une règle d'or que j'adore utiliser quand on va chez les clients, mais les opérateurs, c'est vraiment la baguette magique de toutes ces entreprises-là parce que eux, ils savent exactement comment leur système fonctionne. Tu sais, j'ai la chance à travers mon emploi de voir plein d'industries, mais je passe pas 20 ans derrière le centre de contrôle à tout comprendre qu'est-ce qui se passe puis à savoir quelle alerte est critique et tout. Quand on parle d'incidents, souvent
il y a plein de situations possibles. T'sais, on va souvent aussi aller faire genre des analyses DNS sur des serveurs parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils essayent de reach à l'extérieur. Mais il y a aussi tout, puis là, je pense que cela, c'est beaucoup plus intéressant pour les TO, c'est d'aller voir dans les TO, on a un histogramme où on va tout mettre les données concernant les actifs dans tes TO. Donc, tu peux penser à ton PLC. Normalement, il va rouler avec tant de mémoire, tant de RAM et tous ces paramètres-là. Puis d'aller voir ces paramètres-là dans le temps peut-être qu'on pense qu'on a un incident, ben c'est ça qui va être important. Fait que c'est d'aller faire une analyse sur ça. Si tu vois qu'il y a un pic qui change, ben il y a peut-être quelque chose puis il y a peut-être quelque chose qui se passe. Puis là, ben là, il faut approfondir. Fait qu'il faut aller capturer des données pour s'assurer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel genre de request qui a été fait. Et c'est là qu'on approfondit puis qu'on voit, OK, est-ce qu'il y a quelque chose de légitime ou c'est vraiment juste ce jour-là, dans l'usine, il y a eu des problématiques. Il y a aussi souvent dans les TO, qu'est-ce qui va arriver qu'on va voir souvent. C'est un grand mot, là, mais ça peut être une fois par année, une fois 2 ans, mais on va voir des actifs que les opérateurs ou les gens sur le plancher vont juste reboot parce que il bug. Je sais pas pourquoi il bug une fois 6 mois, celle-là. Puis ils vont juste le reboot. Puis ça, c'est une autre affaire qui est super importante de comprendre que mais peut-être qu'il faut aller voir plus loin parce qu'à chaque fois que tu rebootes un PLC, ben la mémoire est volatile, donc tu perds toutes les informations. Donc tu n'as plus rien. Fait que oui, la personne qui était là perd accès et tout, mais elle peut se le refaire, puis après, ben c'est là qu'on remet. Fait que c'est des petites situations comme ça que sur le plancher, ça va changer. Après, c'est sûr qu'il y a des catastrophiques. On revient encore sur Stocknet, ben ça a explosé. Mais qu'est-ce qu'on a vu, nous, plus dans notre milieu qui est un peu plus c'était moins des attaques géopolitiques, là, on peut dire. C'était des petits changements comme ça. Fait que tu vois qu'il y a un PLC, ça fait 3 fois qu'il reboot puis il marche pas. Ben là, faut peut-être penser à faire un forensic. Là, un forensic, ben il y a des outils qui sont spécifiques pour les TO que malheureusement, c'est super drôle à chaque fois que je le dis. Faut le mettre sur une clé USB puis ensuite l'insérer dans le PLC pour aller capturer les données. Mais ça, c'est une façon de le faire, de le voir. Je sais aussi que dans le passé, on a déjà vu des attaques. Malheureusement, il y a certaines entreprises que une fois qu'ils changeaient de PLC, parce que peu importe, ils changeaient d'outil, ils faisaient juste le mettre aux poubelles ou dans un container. Et il y a des gens qui ont ramassé ça puis ont été capables d'avoir les données. Je pense qu'on l'avait vu aussi dans les TI, ça. Mais ils ont été capables d'avoir les informations TO, fait qu'ils ont pu faire... Ouais, ben, ça, c'est un classique où quand les gens jettent leur ordinateur, les disques durs sont pas vidés, les gens ou achètent des disques durs usagés, puis ça a été la mode pendant un certain temps sur eBay d'acheter des disques durs usagés pour aller ramasser les informations des personnes parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a de l'information qui est conservée. Windows conserve énormément d'informations et quand on fait du forensic, on comprend toute l'information, c'est utile dans un cas forensic. Mais quand on n'est pas familier avec ça, à quel point on est capable de retracer, puis on est capable de remonter jusqu'à au moins 1 an en arrière avec les informations qui sont conservées par Windows. Donc, si on se débarrasse du disque dur, ben, c'est comme ça. Et n'importe quel équipement, puis là, on va aller plus loin, tout l'équipement IoT à la maison, quand on s'en débarrasse, on ne fait pas jeter au vidange. Faut l'effacer avant parce que ça aussi, au même titre que de toutes les PLC au niveau industriel, si on n'efface pas avant de s'en débarrasser, ben, quelqu'un de peu plus wise va venir chercher le contenu. Il y a eu le même cas, même assez récemment, que je pense que c'est quelqu'un des lumières de rue, je pense, dans ce cas-ci. Là, on parle, c'est pas un incident, mais quelqu'un qui a acheté un contrôleur de lumière de rue,
l'a fait un reverse engineering, a détecté des vulnérabilités dedans, puis là, il y a une petite chicane légale qui s'est suivie. Mais là, de tout, tu dis, oui, t'étais pas supposé, tu l'as pas acheté, mais légalement, mais oui, tu l'as acheté légalement. En tout cas, bref, tout ça s'ensuit. On est dans un contexte comme ça où, effectivement, il faut faire très attention à la seconde vie potentielle de ces équipements-là, parce que des fois, soit on le met au vidange, c'est récupéré, ou soit quelqu'un qui pense bien faire, puis il va le revendre sur eBay pensant qu'il va recycler quelque chose en voulant bien faire. Ouais, mais tu vois aussi dans le milieu Théo aussi, oui, recycler, vouloir bien faire, mais il y a aussi l'appât du gain. Parce qu'oublie pas, tu sais, dans le milieu Théo, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que des fois, tes PLC que tu as dans ton environnement sont vieux, ils viennent des années 1960. Puis ben, Siemens le fait plus. Mais il y a un gars sur eBay qui le vend, puis qui le vend cher. Mais toi, tu en as besoin, puis ton PLC, il vient de bugger dans ton système, puis si t'en as pas un de spare, ben il faut que tu changes ta ligne au complet. Il y a des situations aussi dramatiques qui sont basées sur un ou deux actifs. Fait qu'il y a des gens qui vendaient, qui prenaient de l'entreprise, partaient avec, puis ils vendaient sur les eBay de ce monde vraiment cher parce qu'il y a des entreprises que c'est critique, que s'ils l'ont pas, ben genre la ligne est à terre, puis ben il faut qu'ils changent la ligne au complet. Fait qu'on a vu ces situations-là aussi. Qui sont quand même intéressantes parce que ben tu sais pas au final c'est qui te le vend ça. Puis ben tu sais dans des acteurs dans des problématiques géopolitiques si ça vient d'un certain pays que t'es pas trop ami en ce moment avec, ben ça peut être critique parce qu'ils ont pu mettre des portes ouvertes. Fait qu'on a vu soit même des employés qui l'ont vendu pour l'appât du gain, mais soit même des forces des États étatiques qui ont vendu certaines assets pour justement avoir des portes ouvertes sur les environnements parce qu'ils étaient capables d'injecter le code. Puis toi, tu avais vraiment besoin de cet actif-là avec cette version-là. Fait que ça aussi, on l'a vu, puis c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Puis je trouve ça particulier que les gens ne prennent pas la peine de flasher l'équipement avant le recevant en présumant que l'équipement est un firmware qui est légitime à l'intérieur, surtout qu'il vient de certaines zones du monde, effectivement. C'est pas indiqué le pays qu'on peut tous penser, là, mais oui. Mais tu vois, j'avais vu aussi une startup qui était super intéressante par rapport à ces attaques-là, que dans le fond, mais c'est pas de la pub, là, c'est vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant, mais à chaque fois qu'il recevait un nouvel asset, il envoyait un genre d'onde à l'intérieur, tu sais, par soit un des ports, il bloquait tous les ports, puis un des ports, tu sais, nos ports USB qu'on charge, il envoyait un onde, puis quand l'onde elle revenait, puis qu'elle allait toucher le capteur, ben si elle faisait la bonne forme, ben tu comprenais que l'actif était clean ou était bien fait. Mais que si ça revient d'une autre façon, ben tu as peut-être un problème dans ta supply chain. Fait que pour les entreprises qui sont énormément à risque de supply chain issues, c'était super un bon produit parce que ben ils peuvent tester tous les actifs qu'ils ont au début. Puis ben ça, c'est une pratique qu'on voit que les gens commencent à faire, qui ont un petit lab, puis qui vont tester, ils vont wiper, comme tu as dit. Mais on le voit pas encore à 100% parce que les gens se disent « Ah, c'est air gap ». Ouais, lui, un petit silence parce que je suis comme ouais, non, le réel nous a démontré que c'est plus tant vrai. Puis mais ça aussi, ça doit être un mythe qui doit être quand même persistant parce qu'à une époque, effectivement, c'était vrai parce que ces équipements-là avaient technologiquement probablement peu ou pas de capacité à communiquer avec le monde TI. Mais depuis les probablement 20 dernières années, il y a eu une migration énorme. Puis même il y a même du rétrofit de vieux équipements, des équipements dans les années 60, que l'équipement lui-même n'est pas capable de parler en IP, mais un contrôleur plus moderne ou une couche par-dessus qui a été développée justement pour permettre de le brancher sur un réseau TI. C'est de plus en plus courant. Puis c'est la source de tout le problème. Quand on disait 99 des problèmes arrivent du TI, ben c'est pour ça. On branche le TO sur le TI. Faut pas faire ça, c'est mal. C'est mal. C'est très mal. Faut pas faire ça, mais là, tu parlais de segmentation notamment, des choses comme ça. Puis effectivement, l'absence de cette segmentation-là, qui est des nouvelles façons de faire pour les gens en TO, parce qu'avant, ils étaient tout seuls dans leur univers, ça allait bien.
Maintenant, ils doivent partager les routes avec les autres. Et les autres ont d'autres habitudes aussi, Ouais, puis il y a des risques différents aussi. exact. Puis aussi, tu sais, dans les théos, ça, c'est un autre exemple qui est quand même super intéressant, c'est que des fois, disons, on va aller faire des compromise assessment, puis on va se rendre compte un assessment pour voir s'il y a un acteur malveillant dans le réseau, s'il a été compromis. Puis ben, ils vont se rendre compte que ben, il y en a un, mais ça dérange pas trop à leur ligne, c'est pas un malware qui est trop différent, ben ils vont le laisser là. Parce que si on coupe la ligne pour faire un wiper puis remettre tout, ça va prendre trop de temps puis ça va être trop une grosse perte. Donc, il y a même des compagnies, des fois, qui sont prêtes à accepter le risque d'avoir des malwares qui sont là, qui essaient de connecter à l'extérieur, mais ils s'assurent de mettre des bonnes règles de firewall pour que ça drop. Puis ils vont garder le malware dans leur environnement parce que sinon ça va coûter trop cher. Puis ils vont avoir une trop grosse perte de mettre la ligne à terre pour pouvoir le refaire. Ça fait, moi quand j'entends ça, là, mon cœur bat, mais ça arrive parce que les Théos ont un autre complètement risque, un autre monde monétaire qui fait en sorte que des entreprises, des fois, ils n'ont pas le choix de faire ça, tu sais. Ouais, ben là, c'est un gambling, là. C'est sûr que oui, effectivement, c'est jouer avec le feu en espérant de ne pas te brûler et en espérant que c'est justement, tu sais, oui, tu sais, je comprends l'idée. Quand c'est mature, quand c'est bien fait, quand tout est bien aligné, effectivement, je suis d'accord avec le principe. Le problème, c'est que dans le temps, c'est très rare que ça reste comme ça, c'est que les règles vont changer, les gens ne savent pas pourquoi la règle est là, peut-être que pouf, ils changent la règle, puis là, on vient de relâcher le virus à sa pleine capacité, puis là, ben là, ça vient de tout arrêter la chaîne de production. Fait que le risque est là, puis en tout cas, je sais pas si en Théo c'est comme ça, mais en TI, je sais que on n'est pas capable de garder cette forme de pérennité-là ou cette connaissance-là assez longtemps pour ça. Puis c'est sûr que les règles vont changer. Je l'ai tellement vu souvent, puis d'un coup, pouf, là, la règle a changé, qui était une règle pas très triste, un peu peut-être dans des cas moins critiques avec un virus qui traînait. Mais une règle a été changée, puis d'un coup, tout s'est mis. Là, on a eu des incidents. Bon, bref, on a eu des incidents à régler parce que en amont, les règles ont été changées de façon impromptue, sans informer personne. Puis la raison pour laquelle la règle était là n'a jamais été comprise par le nouvel opérateur qui était là, Ouais, la nouvelle personne, et ainsi de suite. ouais. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, c'est un problème que oui, ça arrive. Tu sais, dans ce cas-là, c'est qu'ils voulaient attendre parce que, tu sais, normalement, les plans, ils font comme un shutdown une fois par année. Ben, ils voulaient attendre le shutdown pour le faire parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, il y avait déjà une perte. Mais, mais oui, dans les TO, les règles de firewall sont pas meilleures. Il n'y a pas une meilleure gestion, malheureusement. J'aimerais ça le dire, mais je pense que c'est pire. Mais ouais. Ben, c'est une question d'historique. Je pense que c'est toi qui le mentionnais. Tu sais, on a ce qu'on a appris en TI est en train de rentrer en TO de cette expérience-là, puisque maintenant les TO sont énormément appuyés sur les principes et les technologies de TI. Donc, la connaissance est en train de se transférer, mais c'est comme toute chose, ça prend du temps, ça prend de la volonté, ça prend de Ouais, l'argent pour faire ce genre de choses-là. ouais. Donc, comme nous, ça a pris du temps, mais c'est sûr que ça va prendre du temps en Théo Encore. également, que cette culture-là change avec les équipements TI qui viennent s'insérer dans les réseaux Théo. Non, définitivement. Un autre fois où j'ai fait de la réponse aux incidents, que je pense que c'était ma deuxième une fois que j'étais chez Mandiant, on a trouvé un virus et c'était Casa sur une Windows XP dans les TO. Ça, de un, ça m'a rappelé à toutes les fois que j'ai téléchargé de la musique. Ça a été mon premier réflexe. Puis après, ben, de comprendre que Casa était sur les TO, c'est quand même, ça aussi, c'est critique. Puis c'était super intéressant à voir. Puis même quand on a annoncé, oui, ils l'ont enlevé finalement, mais pour eux, c'était pas un énorme risque non plus. C'est Casa. Et le firewall, comme dans l'autre situation, il drop. Mais le malware, c'était Casa. Fait que, des fois, on va trouver des vieux trucs sur ces machines-là qui ont été rentrées, je sais pas quand, puis je sais pas pour quelle raison non plus, parce qu'on s'entend qu'on était dans un plan électrique.
pourquoi il y avait Casa, c'est une bonne question, mais ouais. Ouais, ben, pour avoir travaillé il y a quand même assez longtemps dans ces univers-là, les gens, les opérateurs vont avoir des habitudes domestiques qui amènent au bureau, disons, on va dire ça comme ça, avec des conséquences qui sont problématiques. Le CASA est un bel exemple. Mais CASA, quand tu comprends un peu le fonctionnement, oui, effectivement, c'est pas bien d'avoir ça parce que ça peut permettre une entrée dans ton réseau de Théo. Heureusement, c'est bloqué par le firewall, mais quand même, c'est un élément comme ça. J'ai vu des éléments un peu pires que ça dans les environnements de Théo, dans lesquels les gens avaient amené des choses de la maison et on était retrouvé avec des éléments un peu plus éthiquement problématiques par rapport à ce qui se passait et comment on a dû intervenir pour corriger la situation. Là. Pas retirer un cadeau dans ce cas-ci, mais disons, on a dû rezapper la machine littéralement. Ça n'avait pas de conséquences, heureusement, sur la chaîne de production où ça n'a pas interrompu la chaîne de production, mais on a dû zapper la machine juste pour être sûr que tout ce que la personne avait Ouais. copié à partir de sa clé USB, ben, il n'y avait pas des choses qu'on n'avait pas vues. Fait qu'à ce moment-là, de façon plus simple, on avait juste tout zappé. C'est une meilleure affaire. C'est aussi, on fait dans les Théo, il y a tout ce qui est wireless. Donc, souvent, on va faire des évaluations des communications sans fil. Puis, souvent, dans les Théo, des fois, c'est des grands sites. C'est tout espacé. Puis, on regardait, tout ce qui se passe, les communications qu'il y a, le Wi-Fi et tout et tout. Puis, il y avait un gars qui voulait écouter Netflix, lui, pendant sa pause dans la caravane qui était plus loin. Donc, ça va installer un petit Wi-Fi, un petit Wi-Fi, un router, là. Puis, ben, lui, il pouvait écouter ses affaires tranquilles jusqu'au jour où, malheureusement, on est arrivé, puis on l'a vu. Je pense pas qu'ils étaient très contents, là, les clients, mais en même temps, de trouver, c'est des trucs comme ça parce que c'est tellement grand. T'as un énorme périmètre, t'as pas nécessairement la visibilité parce qu'il y en a pas, on en a déjà parlé d'avoir un inventaire dans les Théo, c'est genre tellement compliqué. Fait qu'ensuite, d'avoir des capacités de détection puis de prévention, c'est encore plus compliqué, surtout quand tu sais pas c'est quoi tes actifs. Fait que lui, il s'avait juste mis un petit router de Wi-Fi puis il pouvait écouter son Netflix durant sa pause travail dans la caravane du fond. Ouais, c'est effectivement très drôle parce que là, ces usages-là sur des usines, c'est immense. C'est ça aussi que les gens se rendent pas compte là, à quel point on peut, puis des usines, parce que moi, mon historique en haut, Théo, ben, tout ce qui était plus proche du Théo industriel, c'est fin 90, début 2000. Puis c'est souvent c'est des usines sur plusieurs sites, des usines qui sont immenses, qui des fois, généralement, faut que tu te déplaces en carte électrique parce que c'est tellement grand qu'effectivement, de penser de pouvoir contrôler tout ce qui se branche partout. Les gens sont imaginatifs. On revient toujours, les gens sont imaginatifs. Les employés sont imaginatifs pour réussir à mettre des choses. C'est pas malveillant, bien heureusement, mais dans comme le cas que tu mentionnes, mais va ouvrir la surface à beaucoup d'autres problèmes. Puis si quelqu'un s'en rend compte, l'utilise, puis on va aller plus loin que ça. Mais les Wi-Fi sur les réseaux industriels, ça aussi, c'est un beau... c'est un beau défi, disons, ce genre de choses-là. Il doit y avoir, ça, j'ai aucune connaissance, mais il doit y avoir beaucoup d'affaires intéressantes, beaucoup de pièces mobiles. Puis il doit y avoir des attaques qui doivent s'y dérouler beaucoup aussi. Ouais, ça c'est j'ai un de mes collègues là, lui c'est un expert dans ça. Moi c'est pas ma spécialité là, mais oui effectivement. Puis il y a des gens il y a certains types d'industries qui n'ont pas le choix de faire attention à tout ce qui est wireless parce que on peut penser à des industries qui ont plein de sites dans le nord. Ben il y a pas beaucoup de télécommunications, donc ils doivent faire par satellite. Là, ben c'est toute l'efficacité et le partage de données qui est important. Mais ça, c'est un autre monde à part des Théo, je pense. Là. Il y a comme une petite région dans le coin là, de communication wireless. Puis oui, il y en a. Moi, j'en ai pas vu dans mon expérience. J'ai juste vu un gars qui met un Wi-Fi, là, mais bon. C'est amusant avec ça. Ben moi, pour m'amuser, parce que j'ai un de mes cellulaires qui me sert à ça, puis tu sais, il y a
pour repérer tous les points d'accès qui sont visibles ou invisibles à travers ça. Puis il y a des places où c'est étonnant. En avion, notamment, j'avais fait certains voyages transatlantiques. Puis il y a des points d'accès en plein milieu de l'océan qui apparaissent. Il y a des points d'accès à des places comme ça qui sont. Tu fais comme, mais pourquoi il y a un point d'accès qui a été détecté? Puis à partir d'un avion, là, je suis pas en bateau, là, je suis pas à la hauteur de l'eau, il y a un point d'accès qui diffuse assez fort pour que l'avion, à la hauteur qu'elle est capable de capter mon cellulaire dans l'avion est capable de capter les choses. Dans le tube de métal, puis ceux qui comprennent un peu comment le Wi-Fi fonctionne, c'est pas simple. Fait que là, il y a certains éléments comme ça. Fait que oui, il y a des éléments de surprise qui peuvent apparaître. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent ce genre d'éléments-là, beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs là, par rapport à ça. Fait que c'est un risque, une porte d'entrée supplémentaire sur des réseaux Théo qu'on s'attendrait pas, disons. Ouais, exact. Puis tu sais, on parle. Ça me fait penser, là, il y a 2 semaines, j'étais sur une usine, puis mais ça c'est en lien, là, mais on faisait un assessment, puis il y a tout aussi le risque de la sécurité physique, on va dire safety, aussi qui tient en ligne de compte. Dans l'usine où j'étais, je sais pas si tu te souviens, dans les années genre 90, il y avait toute peur des cellulaires à cause que apparemment ça faisait des étincelles. Ouais, mais ça, c'est les vieux, c'est là, oui, tu sais, puis on a encore sur les stations d'essence, interdiction d'utiliser un cellulaire pendant que tu remplis ton auto. Parce que les anciens cellulaires, la charge électrique était tellement forte qu'effectivement, il y avait un danger. Là, pas nos affaires modernes qui émettent des micro-watts. Là. Avant, c'était diffusé en watts, les cellulaires. On n'était pas dans la même zone. C'est exact. Non, mais on n'est pas dans la même zone. Mais encore aujourd'hui, je vais sur des sites que j'ai pas le droit d'amener mon cellulaire parce qu'ils disent qu'ils ont peur que ça fasse des étincelles. Puis tu sais, c'est plus la même game, mais tu sais, quand t'es dans des oil and gas et tout, s'il y a une petite fuite, puis t'as une étincelle, ça part, puis ça peut exploser, puis ça peut vraiment être terrible, qu'est-ce qui se passe. Mais la semaine passée, c'est ça, on était sur le site, puis pas de cellulaire. Fait que aussi, dans le cadre d'une réponse aux incidents dans ce genre d'entreprise-là, c'est complètement différent parce qu'ils ont toutes il faut qu'il y ait tous des moyens de communication. Ils ont des téléphones à certains sites. Il faut qu'ils savent exactement sont où les téléphones pour pouvoir, s'il se passe quelque chose, il faut qu'ils courent au téléphone. Mais en premier, est-ce que tu cours au téléphone ou tu te sauves toi? Fait qu'il y a toutes ces informations-là à tenir en compte dans une gestion d'incidents, dans des infrastructures comme ça qui sont critiques. Un autre plan que j'ai fait, il y a 8 à peu près composés chimiques qui sont extrêmement explosifs. Un site que j'ai fait, il y en avait 7. Mais ça peut genre vraiment exploser. Fait que toute leur réponse aux incidents doit être millimétrée. Parce que s'il y a quelqu'un dans le réseau puis qui change une pression ou qui fait une fuite de gaz à un moment qu'il faut pas, ça peut être catastrophique. Oui, c'est des univers. Puis là, c'est là d'embarquer avec la frontière, avec on parle plus le PMU, le plan de mesures d'urgence, qui est beaucoup plus axé sur la réponse dans le monde réel, notamment avec les pompiers, notamment avec des premiers répondants qui sont spécialisés dans ces univers-là, puis c'est pas la même chose. Puis tu à petite échelle, puis là, c'est pour donner à quel point ça peut être particulier qu'on n'est pas nécessairement habitué. Ma maison est reliée au gaz naturel. Si j'ai un odeur de gaz naturel, moi, j'ai les pompiers qui arrivent chez nous là, dans le temps de le dire, puis c'est automatique, puis je suis dans le périmètre d'éléments comme ça. Fait que c'est fascinant dans des choses qu'on n'est pas habitué, comme simple civil de ça, mais quand on est dans des usines, puis j'ai eu mes entraînements, j'ai eu mes formations quand j'étais chez Alcan, justement, il y avait des gaz de tel type, puis il y a même des alarmes spécifiques pour les gaz de certains types, justement, faire attention, parce qu'il y en a qui sont toxiques pour l'humain, il y en a qui peuvent causer des problèmes de santé et ainsi de suite. Donc, tout ça est pris en compte. Donc, ça, puis là, ça embarque la couche Théo par-dessus, puis là, tu as justement maintenant toutes les pressions, toutes les mesures, tout ce qui est fait. Stuxnet est une belle démonstration de cette capacité-là de modifier. Puis dans ce cas de Stuxnet, c'est intéressant parce que les consoles donnaient la bonne information, mais les équipements ne roulaient pas la bonne information. Donc, c'est d'autant plus épeurant dans un contexte comme ça. Si on est dans des choses où la mesure est fausse, l'information de mesure est fausse,
Et de l'autre côté, en amont, on modifie le fonctionnement de l'équipement. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça en TO, de mesure et de contrôle des flux de gaz, de liquide ou peu importe. Ouais. Si un n'égale pas l'autre ou les informations ne sont pas données correctement à la console qui sert de mesure de choses, Ouais. effectivement, comme tu dis, ça peut être très dommageable. Ouais, exact. Puis tu vois, dans le milieu, ils vont appeler des doubles ou des triples validations. Fait que pour une même donnée, il va avoir 3 sensors ou même plus, des fois, même des fois dans des environnements critiques, tu vas en avoir 4, mais il va être complètement séparé sur des réseaux complètement séparés pour justement essayer de contrer ce genre de nouvelle attaque qu'on a vu avec Stuxnet, mais de vraiment voir, OK, mais celle-là, elle marche pas, ben on va aller voir l'autre backup, puis on va aller voir l'autre pour vraiment t'assurer, OK, est-ce que, tu sais, si ça arrive, tu sais, comment tu fais pour le savoir? Si on n'a pas de données, on a encore beaucoup des appareils qui ont comme des protections physiques, on peut dire, que tu sais, des moteurs, certains moteurs, tu sais, même si tu lui donnes une commande, elle va pas le faire parce qu'elle a une protection qui est physique ou mécanique, qu'on peut dire. Mais de plus en plus, ceux-là, on les perd. Puis on les a perdus. Je pense qu'on les a perdus dans les dernières 10, 20, 15 ans. Puis ils reviennent de plus en plus parce que vu qu'il y a eu des petites attaques ou des petits problèmes ou même, tu sais, des erreurs humaines, parce que dans les TO, il y a souvent des incidents qui sont juste dus à des erreurs humaines parce qu'il y a un gars qui il pensait updater l'automate qui est devant lui, mais il est en train d'updater l'automate à Singapour, genre. Fait que ces protections-là, il essaie de les remettre, justement. Mais tu sais, ça change pas que, comme on a déjà parlé, le cycle de vie des appareils TO, c'est du 50 puis du 100 ans. S'ils ont acheté puis ont fait un investissement dans les 10 dernières années puis il n'y avait plus ça parce qu'ils disaient que ça ne servait plus, ils l'auront pas, ils ne le remettront pas avant 50 ans, peut-être. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. La durée de vie, parce qu'on n'est pas habitué en TI, on le fait pas. On a des cycles de vie beaucoup plus courts que ça. Puis justement, ce matin, je regardais des équipements que j'ai achetés qui sont encore très bons chez nous et qui sont mis en obsolescence. Là, j'ai des équipements qui sont mais oui, mais ils sont encore bons, ils fonctionnent bien. Pourquoi c'est tombé en obsolescence? Parce que le fabricant a décidé de. Bon, bref. Des éléments comme ça. Puis je trouve ça intéressant, les mesures de sécurité physique, parce que, puis ça, je l'ai, pour moi, de ma curiosité personnelle, je l'ai vu en automobile. Il y avait beaucoup de fonctionnement de choses automobiles qui étaient mécaniques, notamment les tractions intégrales. On sont des tractions qui étaient à l'origine mécaniques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur qui contrôlait la traction intégrale. Donc, c'est de par le déplacement, la force d'inertie de l'auto qui déplaçait les forces, donc déplaçait la puissance des roues. Fait que c'est très fascinant. J'adore l'idée que quelqu'un réfléchit à ça pour que mécaniquement, ça se place tout seul puis qu'il n'y ait pas d'ordinateur qui réfléchisse. J'adore l'idée. Mais comme c'est très compliqué, les gens ont abandonné de plus en plus, puis probablement c'est ça en théo aussi, c'est comme c'est compliqué de mettre des mesures de protection physique parce qu'il faut que tu calcules, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que tu réfléchisses. Que mettre un ordinateur, juste mettre un gate, tu dis OK, ben tu peux pas dépasser telle valeur. Mais on sait en TI, tout ça est une fiction, fait que ces valeurs-là peuvent être changées, tout peut être changé tout le temps, puis ces protections-là deviennent naturellement inefficaces avec le temps, parce que c'est un peu ça le hacking, c'est de défaire ces limites-là. Donc, je trouve ça un peu hasardeux, mais en même temps, c'est une économie, tout le monde on cherche à optimiser, on cherche à contraindre, donc on se met face à des potentiels incidents beaucoup plus comme ça. Mais tu vois, puis ça me fait penser à Triton. Triton, c'est le virus TO sur Saudi Aramco. Puis dans le fond, lui, c'est justement ce malware-là, ce virus-là, a décidé d'attaquer le Safety Instrumentation System. Fait que normalement, dans tes TO, pour tout ce qu'on vient de parler de la sécurité, t'as un autre système en arrière qui fait une vérification puis qui fait de la sécurité, de la safety pour s'assurer que ton système il roule bien. Mais ça, ces systèmes-là ont 3 modes ou 3 modes, si je me trompe pas. Fait qu'il y a le mode de programmation, le mode safety, puis le mode, un autre mode que j'oublie. Puis, par exemple, dans Triton, ils ont réussi à aller sur ces systèmes-là et ils pouvaient faire des changements sur ces systèmes-là.
Par contre, c'est parce que il était en mode programmation, mais c'est une petite clé, donc c'est vraiment, il y a un appareil qui est là avec une petite clé, puis tu as les 3 modes. Il faut que tu t'assures que tu le mettes en safe mode. Mais dans Triton, c'est ça, il l'avait laissé en programmation parce que c'est plus facile, tu sais, s'il arrive de quoi, tu peux le faire tout seul, puis tu peux le faire à distance, puis tu peux faire ci. Mais les acteurs malveillants dans le cadre de Triton, ils se sont attaqués à ça. Mais ça, ces systèmes-là, c'est ceux qui contrôlent le plan, puis c'est ceux qui assurent la sûreté, puis que ils bougeaient des trucs dans ça, c'est le plus grave que tu peux atteindre là, dans un système Théo, puis dans une usine avec plein d'explosifs. Ça faisait peur. Là. Il y a aussi un podcast par rapport à ce malware-là, puis les acteurs qui sont venus parler, il y en a une qui parle dans le podcast, puis après ça, elle a eu vraiment peur pour ce genre d'attaque-là, puis elle voulait plus en faire parce que tu comprends que c'est un autre niveau d'attaque, ou que simplement par changer 2-3 valeurs dans le code, tu aurais pu faire exploser la bâtisse puis faire sauter presque la moitié d'une ville, tu sais. C'est un peu ça, puis tu reviens aussi sur le fait des incidents. Théo, oui, on a tout le volet des appareils, puis un peu dans quoi tu œuvres, mais en même temps, les conséquences sont aussi plus importantes. Là, tu parlais justement là, du fait qu'il fallait avoir des téléphones dans certaines choses parce que tu n'as pas le droit d'amener aucun équipement sans fil. Mm-hmm. Tu as toutes ces réflexions-là où qu'est-ce qu'on fait si ça prend feu. Et les Théos sont un acteur de cet environnement-là, donc de tout manœuvrer là-dedans. Ouais, exact. On a fait un bon tour du sujet. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder qu'on n'a pas discuté? Non, je pense qu'on a abordé pas mal de points, puis aussi avec des petites anecdotes, là, mais la théorie de 99, dans le 99, c'est vraiment ce qu'on voit dans les attaques Théo en ce moment. En ce moment, c'est un peu calme dans les attaques étatiques, mais c'est bien que ça soit calme. On va laisser ça comme ça, on va continuer de dire ça, mais pour le moment, ouais, c'est ça. Super. Je te remercie énormément. Ça boucle un peu notre série sur les Théo. Là, j'en profite justement pour faire un point peut-être plus éditorial. À ce moment-là, on va se recouper les Marc, Steve et toi, justement pour voir comment on poursuit cette série-là, parce qu'elle est très intéressante. Elle a soulevé beaucoup d'intérêt de beaucoup de gens. Donc, on va voir comment on va mener ça, mais c'est un beau premier tour d'horizon de comment les Théo sont dans nos vies et beaucoup plus présents qu'on pense. Je te remercie énormément. C'était un plaisir de discuter de ces sujets-là avec toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.